parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous vous rappelez de tout? Le matin ou ce matin, oui, par exemple. Oui. Enfin, pour l'essentiel, on a vu l'intelligence artificielle appliquée à la finance. On a découvert Grand Manitou, on fait de la sorcellerie, tu vois. Oui, on a vu qu'effectivement, ça permettait d'automatiser pas mal de choses. C'est une mine d'informations qui se trouve dans le chat GPT. Donc, on a fait des applications pratiques avec des exemples sur avec la rédaction. En tout cas, il nous a sorti des choses, il nous a fait certaines analyses. On a même mis des états financiers, il nous a fait l'analyse de solvabilité et tout ça. Ouais. Et puis, bon, là, tout à l'heure, on a bien mentionné les défis de la conformité fiscale en Afrique. Donc, avec plusieurs exemples, la nécessité de la conformité, les défis par rapport aux entreprises dans lesquelles nous sommes, voilà, dans l'ensemble. Guinée et puis AFSA. Oui. Le dodo là, c'est AFSA. J'étais à la pause, j'essaie de le rappeler. C'est plus disparaître avec toute cette richesse de voilà. Ça va très vite. C'est pour ça qu'il faut se réinventer. Se réinventer et surfer sur d'autres niches. Parce que la finance classique, là, telle qu'on l'a connue, elle est déjà morte. Donc, il faut innover, il faut faire de nouvelles choses. L'IA est venu encore en rajouter une couche. Mais par-delà l'IA, de la technologie de manière générale, les outils qui n'arrêtent pas de foisonner. Hein. Chaque jour, chaque année, on en découvre de nouveaux. Et chaque année, ce sont des outils qui se développent, qui sont renforcés, qui intègrent de nouvelles fonctionnalités et qui permettent de plus en plus d'automatiser. Alors, aujourd'hui, on va essayer en 1h30 de parler déjà de ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on appelle la transformation digitale, de voir un peu quels sont les outils qui existent dans le monde de la comptabilité et de la finance. Et moi, je vais faire un focus sur un outil en particulier que j'utilise au quotidien. Parce que, bon, quoi qu'on dise, ils se ressemblent beaucoup. Les fonctionnalités sont diverses de l'un à l'autre. Mais on se rend compte que, dans tous les cas, à la fin, l'objectif, c'est de gagner du temps, d'aller plus vite. Alors, je n'ai pas encore eu peut-être le plaisir de rencontrer monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, c'est monsieur Monsieur Constant Poikou. Constant Constant Poikou. Constant Poikou. Enchanté, Marie-Anne. Donc, on va passer donc, on va dire 1h30 ensemble. Alors, le thème qu'on a aujourd'hui, c'est technologie et outils émergents pour la gestion financière. S'il y en a, oui, ça marche. Merci. Je dirais que c'est un thème vaste, hein. On va passer des jours et des jours à en parler. Il y a beaucoup de littérature, d'outils, de sujets là-dessus. Mais je dirais, pour moi, ce qu'il faut, c'est de ne pas oublier le principal. Alors, à quoi correspond le principal? Pour vous évoquer cela, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, chez moi, quand on raconte une histoire, on a une petite tradition.
conteur répond Amon Nafi. Et vous répondez Dan Na'am. Alors, si vous voulez bien vous prêter au jeu, on va raconter cette petite histoire. Vous lui expliquez? On doit parler Wolof. On va un petit peu parler Wolof. D'accord. Peut-être que si on permet de suivre Jomai, c'est une Sénégalaise qui veut parler. Dieu est sur son exemple. Il nous arrange, non? Alors, Lipone. Lipone. Ah, lui, il a suivi. Lipone. Lipone. Ça, c'est. Amon Nafi. Dan Na'am. Donc, Lipone, c'est. En fait, je démarre l'histoire. Ah oui. Donc, j'ai reçu, on me répond Lipone. Ah d'accord. Ah d'accord. Amon Nafi, donc, ça a eu lieu. Ok. Et vous répondez Dan Na'am, donc, ça se passait à certains. Il était une fois. Il était une fois. Et donc, il était une fois l'histoire d'une dame, que je vais appeler Awa. Et Awa est née dans une famille pauvre. Tellement pauvre qu'il n'avait pas pu l'envoyer à l'école. Heureusement pour elle, elle a eu à un moment le soutien d'une de ses tantes qui a payé sa scolarité jusqu'à un certain niveau. Donc elle était à l'école, elle est allée jusqu'au collège. Et malheureusement, à la fin de son collège, sa tante est décédée. Quand la tante est décédée, elle ne pouvait plus continuer l'école. Ses parents, comme on le fait un peu dans nos villages africains, ont décidé, donc l'ont retirée de l'école et ont décidé de la marier. La marier à un riche commerçant qui pourrait assurer l'avenir de la famille. Bah, elle sortait du collège, donc elle avait environ 15 ans. Merci beaucoup. Et donc, Awa, elle n'est plus allée au lycée. Elle a été mariée de force. Et elle a dû donc rejoindre la maison de son mari, bien sûr, répondre à ses obligations d'épouse. Et puis, au bout d'un moment, elle est devenue maman, elle a eu un petit garçon aussi. Et après ça, elle n'en pouvait plus. Donc elle s'est un peu révoltée. Elle a fui la maison familiale. Alors au moment de fuir la maison familiale, elle a quitté le village donc, pour se rendre vers la ville. Et du coup, elle est partie avec son fils qui dormait sur son lit. Elle marche dans la brousse. Pendant la journée surtout, le soir elle essaie de trouver quelque part où dormir. Et puis un jour elle marche et elle entend, elle arrive dans un coin un peu perdu. Elle entend une voix. Elle entend une voix qui lui dit Awa, entre et prends tout ce dont tu as besoin. Elle regarde. Et puis tout à coup, elle voit une petite caverne qui apparaît là. La voix qui lui répète entre et prends tout ce dont tu as besoin. Mais n'oublie pas le principal. Souviens-toi d'une chose. Dès que tu seras sorti, la porte se refermera à tout jamais. Profite de l'opportunité, mais n'oublie pas le principal. Awa rentre. Comme nous les femmes, elle voit des bijoux, elle voit de l'or, elle voit plein de belles choses. Et puis elle met ce principe. Et juste au moment où elle commence à voir, qui lui dit tu as 8 minutes. Forcément, elle se précipite. Elle n'avait pas de mettre les choses, donc bon, elle descend son vélo, elle fait pause.
par terre. Et elle prend son pack et puis elle ramasse des bijoux, de l'or, etc. Et puis elle entend la voix qui dit tes 8 minutes sont écoulées. Et bien, forcément, elle se précipite, elle sort de la caverne et la porte se referme. Et elle s'est rendue compte qu'elle a oublié son bébé dans la caverne. Et elle a oublié le principal. Alors, le principal, nous, entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise, on vit souvent ce genre de choses. Faire le parallèle, on dit que la richesse dure peu, le désespoir long. Et malheureusement, dans ce que nous faisons au quotidien, nous sommes tellement omnibulés par le gain, par la réussite, par le cash, on en oublie le principal. Parce que on peut générer du cash aujourd'hui, mais si on ne pérennise pas, on ne risque pas d'en avoir beaucoup. Et ce qu'on oublie souvent, justement, c'est de structurer notre activité, de pérenniser l'entreprise. On oublie qu'il faut une vision, on oublie qu'il faut une stratégie, on oublie qu'il faut une organisation et une exécution qui permettent de continuer à grandir et à se développer. On peut prendre de bonnes décisions sans aucune base argumentée, sans aucune base logique, et juste continuer à générer du cash et à gagner des clients. Mais est-ce que ces clients-là sont ceux qu'il faut à l'entreprise? Est-ce que ce chiffre d'affaires-là que je génère aujourd'hui est celui que je pourrais encaisser demain? Et donc, pour un pilotage éclairé, il nous faut une organisation, des outils, des process. Et il va falloir se coller aussi, s'atteler à déchiffrer notre pilotage financier. Alors très souvent, je pense que Armand Thierry l'entend aussi, on entend mais moi je ne connais rien à la comptabilité, je suis nul en chiffres. Ça me prend la tête, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Oui, je suis peut-être nulle en comptabilité, mais je sais quand même que chez moi que j'ai laissé là-bas, j'ai ma petite maison et je sais que il doit quand même y avoir plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Sinon il y a problème. Et donc, ça veut dire que c'est un peu, rien qu'avec ça, ce principe-là peut permettre de sauver une structure. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde VUCA, volatilité, uncertainty, non pas compliance, volatilité, incertitude, complexity, oui pardon, et ambiguïté. Voilà. Et donc, on est dans un monde VUCA, dans un monde où le temps, c'est de l'argent. Et on est dans un monde où il faut être agile et il faut être de la technologie. Quand on dit ça, on revient à l'entreprise. Et comment donc vous définiriez une entreprise? Dans ce monde VUCA d'aujourd'hui. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Donc volatile, incertain,
complexe et ambigu. À votre avis? Oui. Je dirais un ensemble de processus pour faire du profit malgré l'incertitude, malgré la non-fidélité des clients, malgré la technologie qui est à sens unique, malgré les employés qui sont rarement fidèles. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Voire du funambulisme. Marche sur un fil d'argent. Sur la corde raide. Sur la corde raide. C'est un risque. Entreprendre, c'est un risque. Dans un contexte complexité, l'incertitude face à l'avenir, la conséquence, On dira que c'est bon fait pour apporter au cas. Donc c'est la combinaison de moyens incertains, humains et matériels incertains, dans un environnement incertain ou un but incertain. Ou bien combinaison de moyens humains et matériels VUCA dans un environnement VUCA pour une finalité VUCA. C'est-à-dire tout est incertain, tout est instable, tout est ambigu. Parce que les moyens dont je dispose, je ne suis pas sûr de les avoir demain, que ce soit le capital il peut être menacé parce que bon, je peux avoir un actionnaire qui vient retirer ses billes d'un moment à l'autre. Le personnel, comme a dit Sou, peut me faire défaut. J'évolue dans un environnement où la clientèle, l'État, les fournisseurs, tout le monde est VUCA. Et puis même les objectifs que je veux atteindre, je ne suis pas sûr de les atteindre parce qu'un facteur X peut intervenir et tout compromettre. Et pourtant, dans cet environnement, et avec tout ce que vous venez de dire, il faut continuer à exercer l'activité pour faire, si on l'a choisi. Non pas habillé. Oui, ça arrive. Ok. Il arrive. Donc d'après vous, on va revenir juste après sur la définition de l'entreprise. Quels sont les 3 piliers d'investissement? Protection du capital. Capital. Le capital, le profit, rendement, Et risque. Capital, rentabilité et risque. Oui, mais quand on investit dans quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on investit? le moyen, De l'argent, oui. Capital, oui, vous avez parlé de capital. À part l'argent. du temps, Et la créativité, les moyens humains. On renonce à quelque chose aujourd'hui dans le but d'obtenir plus demain. 86 400, c'est quoi? Pas le chiffre d'affaires. C'est pas du chiffre d'affaires. c'est une statistique. Oui, si on veut, c'est une statistique. Côté Pour Abidjan, c'est comme 700, 790. c'est un peu plus. Ah, un pays, c'est beaucoup moins. Alors, tu vois. Ah, le nombre de secondes Ah, dans une journée. Le nombre de secondes dans une journée. Ouais. Le temps? Ouais. Donc, c'est de l'argent. Le voisin, chacun, charmant. C'est un boost. Un bouddhiste. Le yoga. Un Les forces, un bouddhiste sénégalais. l'énergie. L'énergie. Ouais, je pense. Un
La vision. André, je regarde dans les étoiles. Avatar. Avatar. Le bille. J. J. Oh. Dans tout ce que vous faites, vous investissez du temps, de l'énergie et de l'argent pour obtenir un résultat. X, oui. Supérieur à ce qu'on a mis dedans. Supposément. Idéalement. C'est ça, idéalement. Mais pas le philanthrope, non, forcément. Oui. C'est pas ONG. Et donc, ceci est investi aussi forcément dans l'entreprise pour que l'entreprise puisse être ou devenir une activité en général commerciale. Donc, idéalement, il faut qu'elle soit rentable, hein, parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Et puis, il va fonctionner à terme sans le chef d'entreprise ou le manager. Ça s'applique à l'entreprise, ça s'applique au service, ça s'applique à la direction. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner notre activité, quelle qu'elle soit, même si on n'est pas là. En Afrique, là. Ouais. Ah ouais. Parce que si à partir du moment où tu n'es pas là, ça ne marche pas, il y a des jours où tu risques de ne plus dormir. Hein. Non, non. En fait, je dis parce que il y a quelqu'un qui me faisait une remarque pour dire que quand vous voyez les Libanais dans nos pays, le Libanais, soit c'est lui-même, soit c'est sa femme, soit c'est son fils, personne d'autre. Il y a toujours, donc je veux dire, ils sont toujours là. Mais ça dit que c'est une rotation à 3, mais c'est la même personne. Et ça marche. Mais nous, dès qu'on dit, bon, on va mettre un cousin, un petit frère, c'est chaos. Trouver l'équation. Ouais. Trouver l'équation. Parce qu'on n'est pas éternel Tout à et fait. on ne peut pas être là 24 heures sur 24. Donc, ce qui veut dire que là, il faut travailler sur son entreprise ou sur sa direction. Et pas seulement dedans. Pas uniquement être un technicien opérationnel qui exécute des choses. Donc, il faut se poser, se projeter et mettre un plan d'action pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Et le faire faire aux autres, bien sûr. Alors, dans un monde technologique, qu'est-ce que c'est ça? Un stylo? Ça sert à quoi? À écrire. À écrire? À quoi d'autre ça peut servir? Bon, non, on en a un qui s'est chez nous, c'est pas. Hein? Elle a fait la Côte d'Ivoire, c'est Ah, là. elle m'a dit. C'est pas ce truc-là, C'est pas ce modèle-là, mais bon. Ça, c'est le modèle. Sinon, C'est big. sinon, l'usage principal. Ouais. Après, Pas quoi d'autre? Décoratif, je sais pas. ouais. Quand tu as un stylo Mont Blanc, c'est un objet de prestige donc, pour l'Afrique. À quoi ça a déjà pu vous servir? En dehors d'écrire. Oui, d'écrire, Bon, bien sûr. c'est comme anti-stress. Non, Tu vois, tu peux peut-être. on peut bloquer, voilà, se gratter le dos. Lui capable, j'ai vu ça dans les yeux. Non, juste que. Non, c'est qui? Bien, vous prenez un petit peu sur la table. Ça fait remarquer que soit la tête, souvent, on va se gratter l'oreille. Ça, c'est lui.
c'est le stylo, mais ma pique. Souvent, on enlève la tête là, c'est la clé l'oreille. Planter l'oreille, hein. C'est ça que les ballons utilisent. Voilà, c'est ça pareil. C'est le modèle le plus efficient. Ça, c'est le modèle. Des fois, on enlève. Lamborghini, Ah les ouais, cassettes. ah, Non. mais non, cette génération-là, c'est fini aussi. Nous, on a Ce sont des dodos. Bon, et puis alors la mine, ici on n'en a pas, mais vous voyez les prises sécurisées là. Ouais. Souvent on l'utilise comme détrompeur pour ouvrir le truc pour pouvoir brancher. Quand tu veux brancher le truc de ton ordinateur, tu vois les prises ondulées rouges. Là. Ouais. Souvent quand tu n'as pas mis un truc dedans, tu peux pas. Ah bon? Et c'est ça. Pour la NDAF, on dit que quand tu rentres dans le mobile, tu connais le nom du bord là. On va compter. Pas d'intérêt, tu comptes le nom de quelque chose. C'est ça. C'est déjà en vrai. TDK. L'Amphal, ça c'est une cassette TDK. C'est 60, c'est 90. Ça, on a juste pour enregistrer. Oui. C'est pas. C'est ça, Quand on peut retourner, Ah, moi j'étais un gros bricoleur de ce truc-là. Je collais avec le scotch. Faut écouter. on écrivait les chansons. Tu vois, ça se coupe, tu colles. Ça se coupe, ça part dans tous les sens. Justement, tu prends le stylo, tu ajustes bien, tu aplatis bien, tu tends même pour que c'est froissé, tu essaies de tendre. Tu colles avec le Tout scotch. a passé. Tu découpes avec la lame. Il y a Il y avait des spécialistes, hein. Ah, moi j'étais Il y avait des spécialiste. spécialistes, Je hein. démontais ça. La musique, à l'écart, c'est une fois la musique sautait. Oui. Et à cause de l'incident, Si, si. Alors, il y a quelques mois, je suis allée chez des amis avec mon fils de 8 ans. Et on voit ça. il ne doit pas savoir ce que c'est. Un objet de collection. On voit ça là-bas. Et puis il prend le truc. Comment ça? La pluie. Il appuie. Accueillir. Fatigué d'appuyer, mais moi, ça sert à quoi ça? Ça, voilà. Je lui dis ça, on écoutait de la musique avec. De la musique. Ouais. Comment on faisait pas écouter de la musique avec ce Ça, truc-là? c'est gros. Je lui dis, bah écoute, on avait des cassettes où la musique était enregistrée et puis on mettait dedans et puis on déroulait tranquillement, on écoutait avec nous. Et quand on avait envie de rembobiner, parfois effectivement on prenait le mic pour rembobiner. Vous tournez comme ça que ça évite. Non, regardez. Vous ne connaissiez pas YouTube à l'époque? Yo. J'ai dit non, YouTube là. C'est la nouvelle génération. Nous, on était encore loin. Mais aujourd'hui, on se rend compte forcément que Les 45 tours. de où est-ce qu'on est parti, ces choses-là ont disparu aujourd'hui. Et surtout, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On parlait de 45 tours, on parlait de 10, on parlait de trucs. Aujourd'hui, si tu n'as pas Spotify, tu n'as pas Deezer, tu n'as pas de truc, tu. C'est pas la PCB. Attends. Ouais, il n'y a pas de PCB. Pour dire aujourd'hui, comme la technologie a évolué et a changé le monde. Et parfois du jour au lendemain. Hier, je pense, c'est Assar qui parlait de BlackBerry. Research in motion, oui. BlackBerry a disparu comme ça. Alors que quand ça venait d'arriver, nous, on était arrivés là. Et après, effectivement, à ce moment-là, on se disait, on parlait même pas encore d'iPhone. Tout le monde était sur BlackBerry. Et puis du jour au lendemain, ça a disparu. Aujourd'hui, voilà comment on fait les réunions. Oculus Quest 3 de Meta. Donc, casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui te projette dans un environnement complètement quelque chose. On verra à la pause, je ferai une démonstration. C'est mind-blowing. Il y a avant et il y a après avoir utilisé ça. Moi, je donne des cours avec ça et je fais des réunions avec ça. Pour éviter d'aller à Paris. J'ai des gens là-bas. Et ça, c'est quoi ça? C'est un casque de réalité virtuelle. La marque, c'est le Oculus Quest 3. Je sais pas, 500 euros. Non, c'est comme un laptop, mais c'est quelque chose de. Moi, quand je me promène avec ça, quand je voyage avec ça déjà, et ça m'évite même de prendre mon laptop. Parce qu'à l'intérieur de ça, je fais apparaître 3 gros écrans.
Et c'est connecté avec ce clavier-là, donc je travaille, je regarde à gauche, je regarde à droite. Et comme c'est de la réalité augmentée, je vous vois quand même. Je passe à travers l'écran, je réfléchis, j'ai un stylet donc je peux dessiner, etc. C'est vraiment c'est quelque chose. Next course. C'est pas le futur, hein? C'est déjà là. C'est déjà là. Donc l'entreprise du futur, d'aujourd'hui, on va dire, elle est plus intelligente, plus collaborative, plus libérée. Ouais. Donc forcément, quand on n'est pas à la page, c'est compliqué. Hein? On l'a vu avec le Covid. Hein. Alors dites-moi, quel a été l'outil de communication le plus utilisé au monde pendant le Covid? Zoom. Ah ouais, Zoom. Ou Teams. Zoom, c'est Zoom. Zoom, ouais. Quand est-ce que Zoom a été créé? C'était 2 ans plus tôt. 2018. Un peu plus tôt, quand même. Ah, d'accord. En 2016, 2015. Ah, 13, ok. Ah ouais, il existait déjà. Non, souvent ils sont à des étapes, un peu comme Internet là. Quelqu'un a créé, ils utilisent ça dans un cadre restreint, privé, privatif, et puis après, ça se démocratise. Et pourtant, Ouais. vous connaissez Zoom avant 2019. Je sais pas. Pour dire comment les choses ont évolué en un clin d'œil du jour au lendemain. Avec la Covid, on a connu des périodes compliquées. Tout a été bouleversé. L'organisation du travail, les interactions, les relations entre les personnes. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés enfermés chez nous. Ouais. Et pourtant, il fallait continuer à travailler, à produire, à faire tourner les différentes boîtes dans lesquelles nous étions. C'était plus facile pour certains que pour d'autres, c'était plus compliqué pour d'autres, mais il a fallu le faire. Cette pandémie a amené le monde en récession. Donc, ici, on a tous les pays qui ont été en récession pendant cette période en 2000. Il n'y a que la Chine qui était légèrement positive. Donc tout le monde entier était en récession. On a perdu plus de 10 000 milliards de dollars d'économie mondiale. Et en parallèle, l'impact des réseaux sociaux n'a cessé d'augmenter d'année en année. Le nombre d'internautes, on est passé de 4,1 à 4,9 milliards. Les réseaux sociaux de 3,5 à 4,59 milliards d'utilisateurs. Et le mobile, n'en parle pas. Tout ça, et pourtant, avant ça, on avait plus de 2,9 milliards de personnes qui étaient en ligne. Donc 96% étaient dans les pays en voie de développement. Et du jour au lendemain, tout ça a switché. Qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, pour les GAFAM, là où l'économie mondiale perdait plus de 10 000 milliards de dollars, ils ont, pour certains, triplé, voire quadruplé leur chiffre. Leur capitalisation boursière a bondi. Le deuxième, Google, Amazon, Facebook, Ouais. Alibaba et Amazon, non. Amazon, c'est Apple.
Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ok, ça. Alibaba et Jack Ma, ils ont du mal. Ouais, Ils ont été un peu cassés. Non, il a été écuillé par. le régime. Et vous vous rendez compte qu'on dit que les GAFAM sont devenus la 4e puissance mondiale. C'est extraordinaire. Comment le groupe d'attaque, ça va comment? Non, le Covid n'a pas disparu, il a été supplanté par la guerre en Ukraine. C'est plus trendy. Il n'a pas, ouais, il n'a C'est pas Poutine qui l'a vraiment- fait disparaître. On a eu moins d'intensité, peut-être on a aussi développé forcément une résistance. Alors, nous, je pense qu'on en avait déjà une certaine, avant même quand c'est arrivé. D'autres ont développé une plus grande résistance, mais en fin de compte, ça a été une épidémie qui est passée et puis qui est remontée. Non, on avait la mélanine. Ça nous permettait de résister. La mélanine Hydrochloroquine. et la nivaquine aussi, pareil. On nous a matraqué de nivaquine entre eux. Il y avait une feuille bizarre comme ça. Un peu pauvre. Ils sont allés enlever sur les arbres. Ah, Oui, c'était. ça c'était à Madagascar. Moi, mais je Voilà, on a fait croire que la feuille de Nîmes Oui. était efficace. Donc ceux qui avaient des arbres qui faisaient le Nîmes, là, ils ont été complètement désembranchés et tout ce qu'il faut. Alors, Zoom a explosé, hein? Plus de 500 000 clients en un an. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 326%. Ils sont passés à 663 millions de dollars sur cette période. Et pourtant, aujourd'hui, 3 ans après la pandémie, ça s'est quand même restabilisé. C'est vrai qu'on l'utilise, mais peut-être plus autant que pendant la Alors, quand on parle de transformation digitale, on utilise essentiellement donc des nouvelles technologies, des outils pour faire plus vite ce qu'on a besoin de faire. Gagner. Et là encore, l'objectif c'est de gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. On apporte des solutions à des problématiques et on évite les éléments qui freinent donc le processus de développement de l'entreprise. Mais comment on y arrive? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage là-dessus? Qu'est-ce que ça nous apporte? Le gain de temps. Le gain de temps, clairement. L'économie d'argent Tout à fait. et l'énergie. Donc les trois premiers facteurs de production qu'on a listés, on les optimise tous. L'investissement. Tout à fait. Et puis, on change notre manière de faire, de travailler. On disrupte nos process. Parce qu'on est plus efficace, on va plus vite. Et on crée de la valeur plus rapide. Donc l'impact qu'on cherche sur la croissance, sur le résultat, et on génère moins de risques. Parce que quand c'est automatisé, au lieu d'être fait manuellement, bah, effectivement, tous les auditeurs vous diront, l'automatisme doit créer moins de risques. Ça mitige les risques. Le risque de subjectivité en particulier. Aussi. Si un dossier est aussi bon que l'équipe qu'on met là-dessus, avec des systèmes, c'est moins aléatoire. Donc, on optimise son retour sur investissement. On augmente son chiffre d'affaires, donc grâce à plus de ventes, à un time to market, donc un temps de vente moins important, et on est plus centré sur le client. Maintenant, de mise en vente, Mise en vente, ok, time to market. On impacte donc ces résultats parce qu'on optimise. On réduit les coûts, on augmente la profitabilité et on est plus efficient. Et on minimise les risques. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on parle aussi
beaucoup de quality, de compliance et de gestion de risque. Alors, ce qui nous ramène aussi à notre thème, du coup, on a parlé d'innovation, d'excellence, de performance, puis bien sûr d'efficience. Plus de détails, comment on optimise notre expérience client, les processus d'achat. Le business model de manière générale. Ça nous permet d'accélérer l'innovation. De revoir les business models et d'avoir beaucoup plus accès rapidement à une information transparente et fiable. Selon une carte des risques qui a été faite par AFG à l'horizon 2030, le fait que les technologies se développent de manière aussi exponentielle crée en fait cette matrice qui permet de voir quels sont le niveau d'opportunité et le niveau de risque lié à ce développement-là. Parce que bien sûr, pour tout point positif, on a en parallèle un nouveau risque qui se crée, un nouveau type de risque. On parle beaucoup aujourd'hui de cybersécurité. On parle de gestion de la donnée. La donnée est devenue quelque part le nouvel or noir. Et cette gestion de données doit être maîtrisée pour rapporter à l'entreprise. L'information, en fait, est devenue vraiment le nouveau pouvoir aujourd'hui. Face à ça, ici, ce sont l'ensemble des opportunités qu'on peut avoir grâce à la digitalisation. On a une meilleure organisation du travail, une activité super digitalisée, plus de besoin de sens. On génère de nouveaux business models, de nouveaux métiers. On investit plus sur notre bien-être parce qu'on passe moins de temps à travailler, sur les inconforts, etc. De l'autre côté, on a un risque sur les données personnelles. On entend de plus en plus parler de RGPD, notamment en Europe sur le règlement sur la protection des données personnelles, qui est en train d'arriver, bien sûr, qui arrive chez nous aussi. Comment? On a le régulateur de téléphonie, là c'est chez nous, c'est lui qui gère justement. Ok. Le RGPD. C'est ça. Voilà, donc tous ces éléments-là, bien sûr, autant on a des opportunités, autant on a des risques qui se développent. Le top 10 en termes d'opportunités qui avait été identifié, voilà. Le fait de démocratiser la consommation, de mettre en avant tout ce qui est ville intelligente, ville verte, développement durable. On parle d'expression croissante de besoin de sens, ça c'est plus sur le bien-être des populations. Comme je dis, on revoit l'organisation du travail, l'hyper-digitalisation de l'économie, le développement de la cyberéconomie, les ruptures technologiques, etc. Pour tout ça, et dans notre monde aujourd'hui. En même temps, notre risque numéro 1, c'est la problématique sur la cybersécurité et la gestion des données. Alors, une fois qu'on a dit ça, on identifie les opportunités et les risques. Mais comment est-ce qu'on se prépare soi-même à cette transformation? On prépare son entreprise, son organisation à cette transformation. Se former. Vous se formez, mais pas Se que. cultiver sur le sujet, Oui. trouver les moyens d'y investir, pouvoir l'implémenter. Pouvoir l'implémenter et surtout réfléchir à comment l'implémenter. Parce qu'aujourd'hui, chaque entité, chaque entreprise est spécifique.
C'est vrai, il y a certains process qu'on va dire qui sont communs, standards à différentes entreprises, mais il y a des éléments métiers qui font qui sont spécifiques à toute entreprise. Et donc, dans son processus de digitalisation, il faut intégrer ces éléments métiers-là. On ne peut pas juste venir faire un plug and play pour toute entreprise. Ça, copier-coller, non adapté, non. Exactement. Ça pose que des problèmes. Et c'est pour ça aussi que les entreprises doivent également se rendre compte qu'il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir juste un informaticien qui va venir te poser un système et s'en aller. Qu'est-ce qu'on a comme approche? Il y a différentes approches qui peuvent être appliquées. Il y en a qui se contentent du digital business, donc ils font du business de manière digitale, on va dire, avec, en général, dans l'économie numérique. Il y en a qui mettent en place des process digitaux, et donc qui se réinventent de manière opérationnelle pour aller plus vite et de manière plus performante. Il y en a qui se reposent uniquement sur le fait de sécuriser l'environnement de l'entreprise et il y en a qui adoptent en fait le digital très spécifiquement et qui mettent le digital au cœur de tout ce qu'ils font. Ce qui veut dire que quand ils vont mettre en place ces outils digitaux, ils vont réfléchir de manière très structurée à comment est-ce que le digital va servir l'entreprise et comment est-ce qu'ils vont arriver au même résultat ou à beaucoup mieux grâce à l'outil digital. Et ça ne nécessite pas uniquement de la technicité, mais il faut aussi une expertise fonctionnelle avec une connaissance de l'entreprise et une connaissance de la finalité qu'on veut obtenir. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il faudrait des gens qui parlent le langage de l'entreprise à transformer et le langage de la transformation. Or, ce sont des profils assez rares. C'est possible. Mais surtout, il faut que les entreprises elles-mêmes soient conscientes de ce besoin-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est qu'on se dit, bon, on va installer tel truc, ok, on va, je sais pas, on va appeler Sage ou on va appeler Microsoft ou SAP, etc. Le technicien IT, voilà, installe-moi ça, et puis c'est bon. Sauf que maintenant, ça marche plus comme ça. Même s'il vient, il t'installe ton truc, bah, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte, mais tiens, ça ne prend pas en compte le fait que bah, moi, je dois, je sais pas, quand je gère mon stock, ça doit passer par tel magasin, et puis ça monte à l'atelier X, et puis ça va à l'atelier Y, avant d'aller au magasin de production. Workflow. Et c'est pour ça que j'ai une approche dans ma boîte qui fait ça, qui vise d'abord à, donc j'ai 3 étapes. S'informer, je vous laisse chercher sur internet ce que vous trouverez ou suivre mes pages. Ensuite, se former, c'est là où j'interviens. Je ne fais jamais une consultance, je ne vais jamais venir implémenter quoi que ce soit chez vous sans au préalable vous avoir formé. Donc je vous vends une formation qui va de light, modéré à très très savvy. Ça n'a rien à voir avec un POC, par exemple. Non, non, c'est vraiment sur mesure. J'ai fait pour l'ordre des architectes, je l'ai fait pour d'autres personnes, et c'est vraiment sur mesure. Si on vient dans l'armée, par exemple, un peu comme ce matin, c'était un teaser. Donc on le fait jusqu'au bout, si bien que vous comprenez quoi demander. Avant ça, on ne parle pas le même langage. Vous connaissez quelques mots, mais pas la syntaxe. Vous avez une vision d'ensemble, mais pas le vocabulaire, encore moins le dictionnaire. Donc je vous donne le dictionnaire ou une partie, et ensuite seulement, on pense à faire des phrases et puis à tomber d'accord sur un projet plus structuré. C'est ça. C'est pour ça que quand on implémente un outil, on va parler à la fin de déploiement, mais il faut déjà le cadrage. Dans quel milieu on est, de quoi on a besoin, de quoi on parle. Quelle est la problématique qu'on veut résoudre? Et donc un croisement entre les deux, avant de concevoir le chemin pour y aller. Et enfin, une fois qu'on a conçu ce chemin-là, qu'on s'est mis d'accord, qu'on a fait des ateliers de spécification pour définir tout ça,
on développe et ensuite on déploie. Et même quand on déploie, on teste, on s'assure que ça correspond à votre besoin et ensuite seulement on forme bien sûr, parce qu'une fois que ça correspond à votre besoin, il faut que vous soyez formé à l'utilisation de l'outil. Donc la formation effectivement sera toujours là. Et puis, on vous laisse tester même, une fois qu'on vous a formé, on vous laisse tester l'outil, donc avec des bases tests, des éléments qui vous permettent de vraiment de vous familiariser avec avant d'aller en go live en production. Vous savez ce que c'est qu'un code 12 en informatique? Un code 12. Erreur 404, si on sait que c'est page internet, oui. Mais un code 12, ça c'est le jargon des gens de Bell Canada, département informatique. Quand ils viennent sur votre ordinateur, ils font un truc et puis on dit ah non, c'est un code 12. Il dit ça à son collègue commence à rigoler. Ça veut dire que le problème ne se trouve pas dans l'ordinateur, il se trouve à 12 pouces de l'ordinateur, c'est l'utilisateur qui n'a pas été formé. C'est ce qu'ils appellent un code 12. Donc c'est de dire, des fois, la personne dit ça marche pas. En fait, c'est toi qui ne sais pas l'utiliser. Ouais, ça c'est Je pense que c'est. et 3 fois sur 4, c'est ça. C'est ça. Donc on rate la conduite du changement et la formation à la fin. Exactement. L'outil reste un dodo en voie de disparition dans l'entreprise et on n'y fait rien. Et pourtant on a dépensé des millions pour mettre l'outil, mais personne ne s'en sert. Mais parce que le plus difficile, effectivement, quand on met ça en place, c'est la conduite du changement. Faire adhérer les utilisateurs, D'amener voilà, les accepter utilisateurs à accepter ce nouvel outil, à voir ce que ça leur apporte et à leur faire utiliser ça. Alors que plus souvent qu'autrement, ils sont traînés vers le changement. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient partie prenante du changement. Mais comment les inciter? Parce que si vous avez des personnes qui maîtrisaient un outil, et vraiment c'était leur fierté, et on leur dit bon, on change, on passe à un nouvel outil, comment vous faites? Puisque l'être humain, surtout plus il prend de l'âge, moins il veut apprendre. L'être humain ne va changer que s'il voit un intérêt à changer. Maintenant, dans le cas que je vous ai donné, il maîtrise SAP. On lui dit tu passes à Sage. Il a. Et c'est un cas vécu. Le monsieur, il a 57 ans. La retraite, c'est 60. Il part à la retraite dans 3 ans. Ça fait 15 ans qu'il maîtrise son SAP. Il connaît toutes les requêtes par cœur. Il fait le malin avec ça, tout ça. Et on lui dit on passe à Sage. Déjà, il dit non, ça c'est pas bon. Sage. De toute façon, ça bug. Quel est le rationnel pour passer à Sage déjà? C'est plus économique pour le headquarter. Ça a commencé à être utilisé déjà par la maison mère qui est aux Netherlands et ils ont eu un meilleur deal en termes de licence. Et ils trouvent ça plus intuitif. Et on leur a fait moitié prix sur les frais d'implémentation. Donc lui, c'est le monsieur qui se plaint et qui on traîne vers le changement. Il a un rouage dans l'engrenage. Lui seul, il ne peut pas freiner la machine. Il fait comment, ce monsieur? Pour ne pas. Il y a 2 options. Soit c'est la méthode douce, où on essaie de le faire adhérer en lui montrant qu'est-ce que ça lui apporte. Et à ce moment-là, il faut identifier, lui, ses problématiques par rapport à SAP, de quoi il se plaint dans SAP, et qu'est-ce que le nouvel outil peut. Quelle est sa douleur en fait dans SAP? C'est de ne plus être le champion. Il maîtrisait ça, il a pris 15 ans pour maîtriser le truc. Il maîtrise, d'accord. Ouais. Mais même s'il maîtrise, en général, tu as des gens, ils vont maîtriser un outil, ils vont le connaître à 200%, même si l'outil, quelque part, leur pose des problèmes. Oui. Maintenant, ce sont ces problèmes-là qu'il faut identifier. Okay. Pour que tu puisses identifier dans le nouvel outil que tu vas mettre en place, quelle est cette douleur-là qu'il a dans l'ancien outil et que le nouvel outil peut régler en un clin d'œil. Je ne veux pas virer vers la sociologie parce que ça fait un virage à 90 degrés, mais il y a Non, mais des ça, jeux de pouvoir. Il y a des jeux de pouvoir. Ça, c'est la méthode douce. Le J'ai gars, dit c'est la méthode douce. c'est ça. Le gars, c'est le champion du truc. Après, la méthode forte, c'est comme tu dis, bah écoute, on va pas s'arrêter pour un gars qui a 3 ans de la retraite. C'est vrai. Donc, comme soit on va lui faire son package et lui dire, bon écoute, je suis désolé, mais le train il est en marche, on ne peut pas l'arrêter. Donc voilà ce qu'on te propose.
négociation, et puis on avance. Hmm. C'est la dure loi du business. C'est ça. Ouais. On n'est pas avancer. C'est le business. Maintenant, transposé à l'Afrique et à l'Afrique francophone, les process ne sont pas toujours bien documentés. Le monsieur qui a 57 ans, c'est lui qui gère les IMO. Et il gère ça d'une façon à ce que c'est lui seul qui comprenne son fichier. Donc quand il s'en va là, c'est des problèmes. Et après on découvre des cadavres même dans les fichiers. Comment on gère ça? C'est pour ça que les process doivent être dans l'outil et pas dans la tête des gens. Très bien. Fair enough. Fair enough. Il faut arriver à avoir tous les process dans les outils. Que l'outil suive dans les différents workflows et qu'en fait, à la limite, on formate les gens à l'utilisation de l'outil après. Très bien. Ok. Parce que le workflow va définir où est-ce que ça passe, ça monte, ça descend, etc. Comme je disais tout à l'heure. Il y a 2 jours, j'étais en call avec un client chez qui on a installé un ERP. On a installé l'ERP. Alors, on a installé l'ERP il y a, je sais pas, 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, on leur a fait 1 an d'accompagnement. Et puis, au bout d'un moment, on leur disait, maintenant ça suffit, on vous a fait 1 an d'accompagnement. Si vous voulez qu'on aille plus loin, il faut prendre un support pour le suivi, voilà, au quotidien, le dépannage, etc. etc. Parce que, effectivement, comme tu dis, dans 80% des cas, c'est que les gens n'ont pas suivi correctement les formations, ne savent pas comment utiliser tel ou tel truc, etc. Et donc, il y a 2 jours, la semaine dernière, ils nous ont appelé en urgence, on dit non, mais ça va pas, on a des stocks négatifs. C'est Des faux, ça. stocks négatifs. Comment est-ce que vous débrouillez pour avoir des stocks négatifs? C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, ils avaient, parce que quand nous on a installé, à un moment ils ont insisté pour prendre toute la partie administration de l'outil, ils voulaient intégrer en interne, ils ont confié à un informaticien qu'ils ont recruté. Sauf que l'informaticien ne maîtrise pas l'outil, ne maîtrise pas les workflows. Et donc dans l'administration de l'outil, ils ont donné des autorisations qu'ils n'auraient pas dû donner. Et ils ont permis par exemple que la production, alors ils produisent des postes électriques, ils ont autorisé le fait que la production dans l'outil puisse être lancée, même si les stocks de matières premières et d'accessoires ne sont pas disponibles. Et du coup, tu lances une production, alors que dans tes entrepôts, les infos ne sont pas là. Donc forcément, tu as des stocks négatifs. Et quand ils ont finalement accepté qu'on reprenne la main et qu'ils ont accepté le contrat de support, sauf que cette fois-ci, vu qu'ils avaient tout mélangé, le contrat de support leur a coûté 3 fois plus cher que ce qui était prévu au départ. Business is business. Et maintenant, on a repris les process. Déjà, on leur a enlevé tous les accès administrateurs, pardon. On a repris les process en main et on a redéfini avec eux les workflows pour s'assurer de comment est-ce que ça doit se passer dans la réalité. Et on a remis bien sûr les bons, les bons accès, les bonnes autorisations, etc. Et là, on leur remet ça dans le système pour que ça fonctionne sur la base d'un inventaire physique qui permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque magasin et qu'ils redémarrent leur système. Donc, le prepare your people, là, il est important parce que tout ça, à la limite, c'est de la technique. Sur tout ça, on peut accompagner. Alors, quand on parle de reimagining your business, assess your current state, donc quel est l'état, l'existant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut atteindre, your future state, et maintenant, quel est le gap entre l'existant et l'objectif à atteindre, et du coup, comment on arrive à résoudre ce gap-là. Donc tout ça, on va définir les process, on va définir les étapes d'évolution pour arriver à ça, et bon, si ça coûte de l'argent, il faut voir aussi comment le financer, bien sûr. Et puis, on va définir le projet avec ses différentes phases, ses différentes étapes et comment est-ce qu'on génère le résultat.
Mais une fois que le projet, la technicité est faite et que l'outil est disponible, comme tu dis, il reste les hommes. Donc on a défini le projet, on a testé, on a itéré, on s'est assuré que tout est OK, on a défini que on a fait la recette de l'outil. L'outil il est prêt. Le nom qui est pas fait, c'est pas prêt, il faut prendre 3-0, mais Non. C'est ça? un lot en rouge. Non, c'est-à-dire que on prototype, on teste et on itère. S'il y a un bug ou il y a autre chose, on reteste encore. On rectifie et on reteste. Mais non, on ne repart pas. Ou peut-être qu'on s'est trompé quelque part sur le process. Donc là, il faut revoir à ce moment-là le process. Mais on ne recommence pas tout à trop loin, non? Mais c'est, oui, pas trop loin. C'est pour ça qu'idéalement, au fur et à mesure, on doit prototyper et tester. Faire des tests unitaires. Exactement. On regarde les tests intégrés pour la fin. C'est ça. Et puis, une fois que c'est bon, ben, oui, il faut former les gens. Mais comme moi je dis eux-mêmes, dès le début, quand on veut changer le système, il faut intégrer les gens ici. Quand tu lui imagines your business, il faut leur faire comprendre que on va sur de nouvelles bases. Comment vous pensez? Et souvent, eux-mêmes ont la réponse parce qu'ils connaissent le système, ils connaissent la manière de faire, ils savent ce dont l'entreprise a besoin. Donc, comment on fait mieux que jusqu'à présent? Et donc, on les responsabilise, on les empower quelque part pour que, à la fin, quand on a fini de développer toute la technique, quand on les retrouve ici, ils savent que c'est eux aussi qui ont participé à définir tout ça et ils sont peut-être plus enclins à être formés et à exécuter. Mais ça, par contre, c'est un combat qui est porté d'abord par le management. Et le management doit embarquer ses équipes. Sinon, ça ne marche pas. Objectif final, mieux piloter l'activité. Oui. Alors, quand on Ça parle marche. de tout ça, on parle de gestion comptable et financière dans tout ça. Alors, on en a plein. Les logiciels qui sont plus finance, cash management, donc trésorerie, reporting, automatisation, facturation, recouvrement, gestion des dépenses. Et chaque année, il y en a une pléthore qui ressort. La gestion comptable, la gestion CRM, la trésorerie. À la limite, on s'y perd. Tellement il y en a. Mais il faut après savoir choisir celui qui nous convient. Parce qu'il règle nos problématiques, parce qu'il est user-friendly, parce qu'il n'est pas trop cher, Voilà. il rentre dans nos budgets. Voilà. Et que voilà, il nous convient et qu'on peut peut-être aussi l'implémenter assez facilement. Donc il y a des choix à faire. Ça, vous trouverez sur le net. Il y a plein d'analyses de différents systèmes qui existent. Bon, parfois la langue aussi intervient parce que vous en avez qui sont purement anglais, anglophones, d'autres anglophones, francophones, d'autres multilingues, etc. Parfois, vous avez besoin aussi d'avoir un outil qui puisse couvrir plusieurs pays ou plusieurs sociétés aussi en même temps, faire de la consolidation, etc. Et ça, c'est des outils off-the-shelf customisables. Comment? Ça, c'est des outils off-the-shelf qui sont customisables. Certains, pas tous. C'est pour ça. Ça aussi, ça fait Certains partie sont non des customisables. critères ça fait partie aussi des critères de choix. Certains sont prédéfinis pour faire quelque chose et de le faire de cette manière-là. Donc, si tu as une industrie très spécifique, tu ne peux pas faire entrer un cercle dans un carré, sauf si le cercle est plus petit que le carré. Non. Il faut que tu cherches un outil que tu peux customiser. Maintenant, tu as tous ces outils qui sont là, c'est des outils financiers. C'est des outils financiers, oui, qui interviennent sur différents sujets. Il y en a qui sont. Après, il y en a qui sont spécialisés. Quand vous avez HubSpot, Salesforce, hein? Il y en a qui sont Oui, ça, collaboratifs. c'est du CRM. Oui, ça c'est purement CRM. Ceux-là, par exemple. Zoho, etc., ça c'est du CRM. Gestion de la trésor. Vous avez de la gestion de la trésor, Agicap, par exemple, FYGR, de facto,
Ça, c'est focus gestion de trésorerie. Il y en a qui sont sur la comptabilité, donc Pennylane, Sage, Dext, etc. Ça, c'est tenue de comptabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a qui sont focalisés sur la paye et les RH. Donc Alan, Swan, New Deal. Crypto-monnaie, pour ceux que ça intéresse, avec de la fiscalité et autres. Coinbase. Tout ce qui est vente, stratégie marketing, donc Shopify notamment, pour le e-commerce aussi, est très utilisé. Il y en a où il y en a aussi des moyens de paiement qui sont intégrés dedans. Donc, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Gestion du patrimoine. Et puis maintenant, il y a aussi le no-code qui se développe. Alors, le no-code, c'est quoi? Ce sont des outils qui peuvent être customisés jusqu'à un certain niveau, sans forcément de développement spécifique. Ça veut dire que même un profane peut le faire. Donc, c'est des blocs, plus ou moins, qui existent, qui sont prédéfinis, et donc vous agencez ces blocs-là de la manière dont vous le souhaitez. Ok. On dit bloc, ça veut dire, c'est pour la compta, ça fait, on passe les écritures et là et tout ça. Donc, Là, tu parles de module. ouais, Oui, là on parle de modules. En fait, quand je dis. Mais bon, c'est un peu ça, c'est un peu des modules. C'est-à-dire que c'est un outil qui peut venir vierge avec différentes fonctionnalités et tu choisis effectivement les fonctionnalités que tu veux intégrer. Mais c'est limité. J'y vois là une forme de rigidité qui ne vient pas. C'est pas comme un gant que tu mets sur une main. C'est un moule. Non, là c'est vraiment. C'est pour ça qu'il y en a une pléthore. Il y a des choses qui sont. C'est des choses standards en fait, mais qui ne sont pas. Très versatiles. Voilà. Comme Power BI, là on est à gauche. Et ça, par contre, Power BI, outil de visualisation, ça c'est génial. Ouais. Ça c'est exceptionnel. Parce que ça te prend de très grandes quantités d'informations et ça te le met sous la forme de Dieu. ouais, bien. Power BI, by Microsoft. C'est extrêmement puissant. Non, Microsoft. Never. Non, mais c'est licence dans c'est licence. Il y a une Donc en licence. fait, tu as Power BI Desktop qui est gratuit. Pour te. Hein? Maintenant, dès que tu finis de monter un modèle que tu veux partager, on t'envoie la facture. Ah, c'est fini. Tu veux partager, il faut payer la version payante. Et tu as fini de te tuer sur un modèle. Mais tu Donc peux du pas coup, tu partager. payes. Et ça marche, tonnerre de Dieu. Mais c'est très puissant pour Très puissant. Franchement, pour Power faire n'est pas usurpé. pour C'est faire de Power BI. l'analytics, Donc c'est Power c'est. Business Intelligence. Comme dans IBM. Exact. Power BI. Il y en a beaucoup que je ne connais pas. Hein. Carmen, De facto, Agita, tout ça je ne connais pas. Il y en a énormément. Agicash, c'est purement un logiciel de trésorerie. Il y en a certains, en plus de la trésor, ils vont te faire aussi un peu du prévisionnel également. Franchement, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y en a d'autres pour la gestion de la facturation, des notes de frais, paiement fournisseur, les encaissements, bon ça vous connaissez, PayPal, Stripe, Ouais. etc. Ouais. Et finalement, tout ça pourquoi? Pour gérer ces 4 enjeux-là. Pourquoi on a besoin de l'information comptable? Pour garantir la transparence, pour justifier la situation fiscale de l'entreprise, pour savoir où est-ce qu'elle en est dans sa situation financière et pour optimiser son pilotage. Et quand on parle d'optimiser son pilotage, qu'est-ce qu'on cherche à optimiser? On cherche à optimiser nos résultats, on cherche à optimiser la génération de cash, on cherche à avoir de l'impact, et finalement on cherche à s'épanouir. C'est ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment on arrive à piloter son activité de manière optimisée? Et ça, il y a des éléments clés qu'il ne faut pas rater. Il faut des outils, certes. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, une institution, pour arriver à un certain niveau de pilotage assez pointu, on est obligé d'avoir des outils. On n'a pas le choix. On a des volumes tellement énormes
que le mano à mano là, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Donc, si tu vois un dirigeant, un entrepreneur qui veut te dire, mais moi je veux faire mon pilotage de manière très pointue et qui n'accepte pas d'investir dans un outil, c'est même pas la peine, prends tes bagages et va-t'en. Parce que vous allez arriver à absolument rien. Engagement fort du management et des équipes. Ça, c'est un point clé. Parce que tu auras le plus bel outil du monde. Si ça, c'est pas réglé, l'outil, tu n'en feras absolument rien. Donc, il faut que le management sache engager ses équipes dans son processus de gestion du changement, conduite du changement réussi. Et puis, je disais tout à l'heure, un accompagnement technique et fonctionnel et des process éprouvés. L'accompagnement aujourd'hui n'est plus uniquement technique. C'est plus voir un IT développement telle ou telle chose et puis c'est fini. Non. Soit tu t'y connais dans le process et tu vas donner des inputs à l'IT que lui va transformer dans son langage technique. Et il y aura toujours une perte d'information. Certainement. Mais si la personne elle est là, enfin, la partie fonctionnelle, je veux dire, elle pourra s'en rendre compte et puis on itérate, comme on dit. La nécessité de faire une boucle cybernétique. Tu Exactement. fais, tu testes, c'est bon, oui, c'est pas bon, on recommence ou on modifie. Exactement. Ok. Systématiquement. Et nous, dans ce process-là, c'est ce qu'on a choisi. Ah, je connais. Oudou, ouais. C'est ce qu'on a choisi. Pourquoi? Parce Et que c'est open source. c'est un outil flexible, open source. On peut développer soi-même certaines fonctionnalités. Il s'adapte, il épouse les process du client, même s'il y a des process natifs de base, mais on peut toujours adapter et réadapter en fonction du besoin. Et on peut même développer from scratch. Nous, aujourd'hui, on a eu, par exemple, sur Dakar, on a travaillé avec Petrocel. Petrocel, un peu l'équivalent de Petrocel. Ok, Petrocel. Petrocel n'avait pas d'outil d'information de gestion. On a installé leur système d'information de gestion et on leur a développé un module spécifique qui leur permet de faire la conversion des volumes de lubrifiant de la température ambiante à la température 15 degrés. C'est pas ça. C'est des tables, on s'est tapé des tables de conversion pendant un bon moment. J'ai eu Vivo et Petrocel pendant longtemps comme client, on fait non, c'est pas ça. Et avant qu'on travaille avec eux, ils étaient en train de voir des structures au Maroc, en Tunisie, etc., qui étaient en train de leur faire des offres astronomiques. Et grâce à avec on a pu leur installer cet outil-là qu'ils ont pu installer dans toute leur structure et dans toutes leurs boutiques et stations. Interesting. Curiosité, Oui, GMG, oui. Gung et Gindi. Governance and guidance, c'est bien les jeux de mots. Ça, c'est un. Non, c'est des prénoms ou c'est un Wolof? Gunge à Gindi, c'est du Wolof, C'est les mêmes termes qui sont repris en français. en anglais, quasiment. Ah oui, en Accompagner, Gunge, c'est accompagner. Gindi, c'est orienter. Ah, ok. Interesting. Je pensais que c'était les prénoms des enfants. Bien envoyé. Ah, il n'y a pas de moment, hein. Ouais. Ils sont très créatifs. Waouh, bravo. Et donc, Odoo, aujourd'hui utilisé environ par 10 millions d'utilisateurs dans le monde, et vraiment pragmatique. Utilisé en tant que open source, quoi. Oui. Alors, on a Mais après, il y a des développements. deux possibilités dans Odoo. On a du licensing, donc version enterprise, et on a aussi une version communauté. La version communauté, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des partenaires de par le monde de Odoo qui développent des modules spécifiques en fonction des besoins qu'ils détectent dans leur environnement.
Nous, par exemple, aujourd'hui, on a développé de manière spécifique la gestion de la paye au Sénégal, la paye ivoirienne, l'établissement des états financiers Cisco-ADA. On a développé un module de contrôle budgétaire. Je parlais tout de suite du module de conversion des volumes de pétrole, etc. Donc, en fonction de nos besoins ou des besoins des clients qu'on a en face, on a une équipe de développeurs en interne qui peut travailler sur le besoin spécifique du client. Et même nous, on a commencé à utiliser Odoo en 2015. Mais au début, on l'utilisait juste pour la comptabilité. Et puis, à partir de 2019, on est devenu partenaire. Et on a commencé aussi à développer, nous, en interne, des éléments qui nous permettaient d'aller beaucoup plus vite. Un exemple simple, un truc tout bête, la gestion de la caisse. La gestion de la caisse dans une entreprise, on décaisse de l'argent, on fait des pièces de caisse, on cherche les trucs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le workflow et on a automatisé la génération des pièces de caisse. Donc dès que les informations sont saisies dans l'outil, ça permet de créer automatiquement la pièce de caisse. On peut même signer la pièce de caisse dans l'outil, ou si vous voulez vous l'imprimer, mais ça nous fait gagner énormément de temps. La gestion des achats. Aujourd'hui, on peut faire notre mise en concurrence fournisseur par le biais de l'outil. Parce qu'on va envoyer, grâce à l'outil, les demandes de cotation aux différents fournisseurs. On va recevoir, l'outil va faire une présélection déjà en fonction des niveaux de prix, etc. La personne va venir voir en fonction de la qualité, etc. Mais on passe le tiers de notre temps par rapport à ce qu'on passait avant comme temps. Donc, ça fait pas mal de choses. On peut être dans la production.